les jours de Poutine sont comptés. Mais si les jours de Poutine sont comptés, justement, un acte désespéré est-il envisageable ? Et c'est là tout le danger. Il y a dans sa personnalité des composantes paranoïaques qui sont importantes. Claude Moniquel, la situation est très chaude. Mais d'abord, quelle est la différence entre une mobilisation partielle et une mobilisation tout court ? Alors, une mobilisation partielle, c'est une mobilisation qui ne touche qu'une partie de la population. Non, blague à part, c'est une mobilisation partielle. Ça s'adresse, en l'occurrence, c'est ce que Poutine a expliqué, aux réservistes et aux hommes qui ont déjà une expérience de l'armée et pas à l'ensemble de la population. Ce n'est pas une mobilisation générale. D'accord. Et cette mobilisation partielle, pratiquement, est-elle possible ou ce n'est qu'un effet d'annonce? Alors, elle est possible, en tout cas elle est légalement possible, elle est réglementairement possible. On a vu d'ailleurs dès jeudi matin des images de bus qui se remplissaient de volontaires. Est-ce qu'elle aura beaucoup d'effets? Ce n'est pas certain, parce que quand même, ce à quoi on a assisté depuis la déclaration de Poutine, et même un peu avant, il y a eu 3 phénomènes très intéressants. Le premier, ça a été l'explosion des prix des billets d'avion qui ont été multipliés par 10, les avions qui permettent de quitter la Russie. Le deuxième, c'est les masses de voitures qui s'agglutinent aux frontières, entre autres de la Géorgie, de Russes qui quittent la Russie. Et le troisième, ce sont les recherches sur Internet. Les 2 pics ces derniers jours, c'était comment quitter le pays et comment se casser le bras, sous-entendu pour éviter la mobilisation. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a un enthousiasme russe énorme à l'idée d'aller se faire trouer la peau en Ukraine. Mais admettons même qu'il y ait un enthousiasme russe énorme pour aller se faire trouer la peau en Ukraine, comme vous dites, Claude Moniquet. Est-ce qu'après, pratiquement, moi je visualise ça dans le temps, ça se passe comment? Quelqu'un dit, ok, j'ai été militaire il y a 10 ans, 15 ans, fondamentalement, après le laps de temps entre ce moment-là et le moment où cette personne est efficace, utile sur le front, est-ce que c'est là où c'est justement pas crédible? C'est de toute façon pas très crédible parce que d'une part, effectivement, il y a une remise à niveau plutôt qui est nécessaire pour l'utilisation des armes. Deuxièmement, malgré tout, ça ne rendra pas l'armée russe meilleure parce que ces tares profondes, le manque de logistique, un mauvais encadrement, le mépris des officiers, donc la non-motivation des soldats resteront la réalité. Et troisièmement, de toute façon, parce que les armements à la disposition de ces soldats, les missiles, les tanks, etc., sont en chute libre. La Russie a perdu énormément d'équipements en Ukraine et n'arrive pas à les remplacer, simplement, par exemple, parce qu'elle n'a plus accès aux composants électroniques qui sont nécessaires et qu'elle ne peut pas acheter sur les marchés internationaux. Alors, si on regarde les choses donc justement d'une façon extrêmement froide, on peut donc s'imaginer que le discours de Vladimir Poutine est un discours adressé aux ultranationalistes, aux durs, à ceux qui veulent muscler cette guerre, pour calmer peut-être cette frange du pouvoir. Et donc ça ne sert strictement à rien. Ou peut-être même que c'est pire, parce qu'une demi-mesure est toujours, et on le sait, pire qu'une mesure. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement un discours qui s'adresse à une frange plus extrémiste. Alors c'est difficile d'imaginer en Europe qu'il y a plus extrémiste que Poutine, mais ça existe. Il y a des gens comme Dugin, par exemple, qui n'a pas de pouvoir, dont on a beaucoup parlé quand sa fille a été assassinée. Mais qui représente un courant, manifestement. Mais qui représente un courant ultranationaliste en Russie. Et ces gens disent à Poutine, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu nous promets la victoire en Ukraine depuis 7 mois. C'est la déroute, la débâcle, on perd du terrain, frappe plus fort, détruis-les, atomise-les, massacre-les, découpe-les en morceaux. Ce sont des gens qui sont minoritaires, mais qui ont un certain poids à l'intérieur de l'appareil russe, de l'appareil de sécurité et de l'armée. Et quand vous dites atomise-les, c'est justement là la crainte aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, faut-il craindre, encore une fois, la menace nucléaire, ou Poutine doit plus craindre la fin de son règne? Alors, je rappellerai quand même qu'on entend beaucoup là, sur certaines télévisions, qu'il y a une escalade, etc. Il n'y a pas d'escalade. La menace nucléaire russe est présente quasiment depuis le premier jour de la guerre. Rappelez-vous que le 27 février, c'est-à-dire 3 jours après le début de l'opération, Poutine annonçait déjà la mise en alerte des forces nucléaires. Donc, il n'y a rien de neuf. C'est simplement un rappel. Un rappel comme on a eu des dizaines à la télévision russe. Alors, on me dira, c'est la télévision, hein, c'est pas l'État, enfin c'est la télévision en l'occurrence d'État qui... Il y a eu des choses extrêmes à la télévision quand même, qu'on ne verrait jamais sur une télévision occidentale. Qu'on ne verrait jamais nulle part à mon avis. On a eu... Si, en Corée du Nord, ils pourraient le faire. Oui, en Corée du Nord, oui, mais en Corée du Nord, c'est un grand guignol, donc on peut tout attendre de Kim Il-jong. Non, là, ce que nous avons vu, par exemple, la dernière fois, il y a quelques jours, le soir du discours de Poutine à la télévision, on a vu la principale présentatrice politique
Rossiadienne, la première chaîne publique, dire qu'elle regrettait qu'on n'ait pas balancé une bombe atomique sur Londres le jour des funérailles de la reine Elisabeth, parce que tous les ennemis de la Russie y étaient réunis. C'est effectivement assez difficile à imaginer, mais ça montre bien ce que est ce courant et ce que représente ce courant ultranationaliste, va-t-en guerre et profondément j'allais dire dérangeant, je dirais plutôt stupide en définitive. Peut-on donc imaginer que Vladimir Poutine est réellement le dos au mur, et que le dos au mur, soit on fait une grosse bêtise, soit, comme Ceausescu, on finit le dos au mur d'une façon tragique? Oui, Vladimir Poutine a le dos au mur. Si on analyse la situation de manière objective, on était parti sur une guerre totale, qui a d'ailleurs été encore répétée, dont les objectifs ont été répétés par le porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris jeudi midi, sur LCI, qui disait désarmer l'Ukraine, dénazifier l'Ukraine. On en est quand même très très loin de désarmer l'Ukraine. Dénazifier, je ne commenterai même pas, on a déjà longuement parlé de cette question. Donc, premièrement, il y a un échec sur les buts de guerre qui ne sont pas clairs. Maintenant, on ne parle plus que du Donbass, mais il y a un échec, premièrement. Deuxièmement, il y a un désaveu assez clair d'une partie de la population russe à l'intérieur. Troisièmement, la Russie dit toujours qu'elle est soutenue par des dizaines de pays. La réalité est tout à fait différente. Oui, elle est soutenue par la Corée du Nord, mais ça ne vaut pas grand-chose, le soutien de la Corée du Nord. Le Nicaragua aussi. Le Nicaragua, ça ne vaut pas grand-chose non plus, qui commencent par régler leurs problèmes chez eux et par rendre le prix de l'essence dans les stations-service accessible à leur population, et peut-être que pourront parler sérieusement un peu plus tard. L'Iran, etc. Mais ces pays ne comptent pas. Les pays qui comptent, c'est quoi? C'est la Chine. La Chine n'a, contrairement à ce qui a été dit, jamais soutenu l'invasion de l'Ukraine. La Chine vient d'appeler à une cessation immédiate des combats et à des négociations politiques. La Chine a refusé à Samarcande de livrer à Poutine les composants électroniques dont il a besoin pour refaire ses stocks d'armes. On a parlé de l'Inde. L'Inde condamne le référendum d'annexion qui va probablement aboutir à l'annexion des territoires occupés par la Russie. Et certains condamnent des référendums parce qu'ils n'ont pas envie non plus que dans les régions à risque chez eux, des référendums soient instaurés. Oui, référendum en Turquie, c'est pas de mal veille. Donc, non, mais voilà, je veux dire, on peut comprendre qu'Erdogan condamne aussi le référendum. Mais c'est pas ça. Certains n'ont pas intérêt à... La question n'est pas là. La question, c'est que Erdogan, qui a effectivement condamné ce référendum, a été un homme qui s'est fortement investi dans les négociations politiques en mars dernier entre l'Ukraine et la Russie, sans aucun succès. Donc il était plutôt sur une position entre guillemets neutraliste, même si la Turquie appartient à l'OTAN, et là clairement il tourne le dos à la Russie. La Russie est seule, soutenue par des pays fantoches, face à une population qui n'a pas un enthousiasme fou dans cette guerre, et cette guerre ils sont en train de la perdre. Donc ce que nous dit le discours de Poutine en fait, c'est que ce sont les jours de Poutine qui sont comptés. Donc la réponse c'est les jours de Poutine sont comptés. Mais si les jours de Poutine sont comptés, justement, un acte désespéré est-il envisageable ? Et c'est là tout le danger. Alors, il est clair quand on voit le comportement de Poutine et ses déclarations depuis des mois et même avant, qu'il y a je ne suis pas médecin ni psychiatre, donc je ne vais pas faire un diagnostic, mais il y a dans sa personnalité des composantes paranoïaques qui sont importantes. La Russie est attaquée, l'OTAN a voulu attaquer la Russie, l'OTAN a menacé la Russie de l'utilisation d'armes atomiques. C'est faux, c'est faux. Existe-t-il un dictateur qui ne soit pas paranoïaque? Je ne sais pas, mais je parle pas des médecin, psychiatre, je ne parle pas des dictateurs en général. On est en face d'un homme qui accumule des mensonges qui, même auprès du peuple russe, ne passent pas. L'OTAN a menacé la Russie de l'utilisation d'armes nucléaires. D'accord, très bien. Quand? Où? Qui? Il y a 3 pays dans l'OTAN qui ont l'arme nucléaire, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Lequel de ces 3 pays ou la direction de l'OTAN a-t-elle, le commandement de l'OTAN, ont-ils à un moment donné, depuis le 24 février ou avant, menacé la Russie de l'utilisation d'armes nucléaires? Non. L'OTAN a attaqué ou s'apprêtait à attaquer la Russie. Quand? Comment? Où? Nulle part, etc., etc. C'est un discours de paranoïaque et c'est un mélange de mégalomanie. Je vais reconstruire l'Empire russe alors que l'Empire russe est en train de s'effondrer. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Que voit-on justement sur le terrain, Claude Moniquet? Est-ce que c'est important ce que l'on voit sur le terrain? Est-ce que ces 1000, 1500, 2000 arrestations représentent réellement une brèche souterraine ou c'est simplement un
petit phénomène qui va passer. Il ne faut pas surinterpréter, enfin on verra ce qui va se passer, on peut avoir des surprises, mais il ne faut pas surinterpréter pour le moment la réaction populaire russe. 1300 arrestations, 40 manifestations mercredi soir après l'annonce de la mobilisation. Oui, mais les milliers de personnes qui s'en vont, les milliers de personnes qui quittent le pays. Mais ça reste quand même très marginal et très peu. Les manifestations sont du niveau de celles qui ont eu lieu juste après l'invasion, qui condamnaient clairement la guerre. Là, c'est différent. Ce sont des gens qui condamnent la mobilisation parce que ça va toucher leur famille, leur fils, leur père, leur mari, etc. Donc c'est peut-être plus égoïste, mais c'est très personnel. Et je vous rappelle que les manifestations de février et mars, elles ont duré le temps qu'on arrête à peu près 10 000 personnes et qu'on en condamne des milliers à des amendes qui représentent parfois 3 à 4 fois le salaire mensuel. Donc il n'y a pas de mouvement souterrain. Il n'y a pas de mouvement populaire en Russie. Et s'il y a un changement en Russie, sauf énorme surprise, il ne viendra pas de la population qui est soumise. S'il vient du pouvoir, il sera donc peut-être plus musclé. On verra, parce qu'il y a aussi des courants plus libéraux dans le pouvoir. Mais de toute façon, quelle que soit la personne qui sera au pouvoir au Kremlin dans 6 mois ou dans 1 an, que ce soit Poutine ou un autre, il ne pourra pas faire beaucoup plus. À vous écouter, vous êtes quasiment certain que Poutine ne sera plus là dans 1 an. Si Poutine ne gagne pas la guerre en Ukraine, il ne sera plus là dans 1 an ou 2, et il ne peut pas gagner la guerre en Ukraine, il ne la gagnera pas. Donc vous venez de sauf s'il utilise, ou s'il utilise effectivement par exemple l'arme tactique nucléaire tactique sur le terrain, mais s'il le fait, là la Russie est définitivement bombe de nation, et non seulement on lui tournera le dos, mais il sera acculé, il devra capituler, enfin il devra quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais un des arguments de Poutine aussi, il l'a pas dit comme ça, mais c'est reconstruire l'Empire russe. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis que la Russie fait la guerre à l'Ukraine et est entièrement concentrée sur cette guerre, c'est tout cet agglomérat de nations autour de la Russie est en train d'exploser. Le Tadjikistan et le Kyrgyzstan se bombardent, l'Azerbaïdjan bombarde l'Arménie, et un pays qui était assez fidèle, qui est le Kazakhstan, est en train de se détourner totalement de la Russie et de construire un modèle démocratique et de se rapprocher de l'Europe. En fait, Poutine, en prétendant ou en voulant reconstruire l'Empire russe et sa puissance, a miné la position de la Russie et est en train de détruire la Russie. A perdu sa force régionale, vous voulez dire. Il est en train de détruire son pays, et à un moment ou l'autre, que ce soit des libéraux, que ce soit des durs politiques comme Shoigu. Shoigu, c'est une marionnette. Shoigu, c'est un homme qui n'a jamais vu... Ministre de la Défense, qui se promène avec un panneau de médailles très soviétique, alors qu'il n'a jamais porté un uniforme, qu'il n'a jamais combattu, etc. On est dans un théâtre de guignols. Alors, il y a ces gens-là. Mais il y a aussi, dans l'armée, des gens qui sont certainement pas des tièdes, mais qui sont des pragmatiques, qui sont humiliés en Ukraine, qui savent qu'ils sont humiliés parce que Poutine les a entraînés dans une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner, et qui pourraient peut-être un jour ne pas lui pardonner cette humiliation. Donc vous voulez dire qu'in fine, c'est toujours l'armée, donc d'ailleurs tous les cas de figure, qui a la main à la fin? Je ne dirais pas ça comme ça, je dirais que... C'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays où il y avait des problèmes. C'est toujours au bout du compte l'armée qui intervient d'une façon ou d'une autre, en disant on remettra le pouvoir au peuple dans X temps. Oui, X temps étant parfois un temps incertain. Mais est-ce qu'on peut donc imaginer cette probabilité aussi que l'armée prenne le pouvoir et destitue Vladimir Poutine et cette coupole mafieuse aussi, parce qu'en destituant Vladimir Poutine, il y a évidemment toute la composante mafieuse d'un système. Est-ce qu'on a la possibilité de voir des généraux en uniforme et képi à la télévision d'État en Russie dire « nous avons pris le pouvoir et créé un comité de sécurité nationale » ou n'importe quoi, comme on l'a vu dans des pays africains récemment, au Mali et au Burkina, dans d'autres endroits? Non. Il n'y a pas de tradition bonapartiste, putschiste dans l'armée russe, il n'y en a jamais eu. Mais il est clair en revanche que s'il devait y avoir un mouvement, une révolution de palais au Kremlin, et qu'on devait écarter Vladimir Poutine, ça ne pourrait pas se faire contre l'armée. Il faudrait que l'armée soit au minimum neutre et au mieux soutienne ce mouvement. On ne peut pas aller contre l'armée et les services de sécurité russes. À l'intérieur, je veux dire. D'accord. Claude Bolliquet, je pense qu'on a fait le tour. La prochaine vidéo nous mènera certainement vers d'autres... ça bouge très vite, donc il y aura certainement d'autres choses à dire. D'abord sur le terrain, puisque la guerre continue, en interne sur ce qui se passe à Moscou, et évidemment les réactions occidentales qui, pour l'instant, sont diverses et variées.
Oui, mais relativement univoque. Je veux dire, les imprécations, les menaces et les provocations de Vladimir Poutine mercredi matin n'ont fait qu'en définitive renforcer le soutien de ceux qui apportent leur appui à l'Ukraine et de ceux qui veulent en finir avec cette guerre, mais pas dans les conditions de la Russie. Merci de nous écouter parce que SIS est une radio aussi, www.sisradio.be. Merci de suivre nos contenus. Merci surtout pour vos commentaires. On adore les lire, c'est très important. Merci, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.